L'effet cocktail. Quand c'est notre santé qui trinque. Effet cocktail. Conséquences inattendues résultant de la combinaison de plusieurs substances chimiques entre elles. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast consacré aux effets de l'industrialisation sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui, au comptoir avec Giovanni Prete et Jean-Noël Jouzel, on discute du scientifique. C'est pas de la mixologie, mais presque. On va parler de toxicologie, d'épidémiologie et de la différence entre recherche et expertise. Aujourd'hui dans l'effet cocktail, le scientifique. Ou la scientifique. Son obsession, Il faut davantage de recherche. sa peur bleue, Être pris pour un militant. sa phrase culte, C'est plus compliqué que ça. Le premier personnage sur lequel on se penche est donc le scientifique. Car dans toute cette jungle de risques réels ou supposés, on attend beaucoup de la science. Qu'elle nous révèle ou qu'elle nous confirme un danger, qu'elle nous rassure, voire qu'elle nous protège. Face aux différents contaminants et risques pour la santé dont on entend parler dans les médias, on a parfois du mal à comprendre si des données existent, quel est leur degré de fiabilité et pourquoi elles ne suffisent pas à faire interdire telle ou telle substance, par exemple. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment est-ce qu'un scientifique détermine si une substance est dangereuse pour la santé humaine ou non ? Alors, peut-être on peut y aller vraiment de manière très synthétique. Il y a deux grandes manières de procéder. Une manière qui part de la substance industrielle, du plomb, de l'amiante, des néonicotinoïdes, et qui se pose la question de quels sont les effets sur la santé. Alors là, il y a des scientifiques qui vont prendre ces substances, les isoler dans les laboratoires et tester leurs effets sur des modèles animaux en général, des rats, des souris, et qui vont extrapoler les résultats obtenus à l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle la toxicologie. Toxicologie expérimentale, qui est une des sciences très importantes dans le champ de la santé environnementale. C'est une des manières de déterminer quels sont les effets des polluants industriels sur la santé. C'est une manière qui a beaucoup d'avantages parce qu'elle permet, en isolant en laboratoire les substances dont on essaye de mesurer les effets, de déterminer des relations entre les niveaux d'exposition, ce qu'on appelle les doses, et des effets sur la santé, c'est-à-dire des pathologies qui vont en résulter. Et elle permet également, cette méthode, la toxicologie, elle permet de déterminer des niveaux d'exposition qui sont acceptables, qui sont a priori pas dangereux. Elle a aussi un inconvénient, cette méthode de travail, c'est qu'elle raisonne substance par substance, molécule par molécule, et que dans la vraie vie, on n'est pas exposé à une substance en particulier, à un polluant en particulier, mais à un cocktail de polluants. Et donc à plusieurs polluants de manière discontinue sur des temps très longs, ce qui est très difficile à reproduire en laboratoire. C'est aussi pour ça qu'il y a une autre science qui raisonne de manière un peu inverse et qui travaille sur les liens entre santé et environnement, c'est l'épidémiologie, qui, elle, part plutôt des populations humaines exposées pour essayer de comprendre s'il y a des liens entre leur état de santé et ce à quoi ils sont exposés, et notamment les polluants auxquels ils sont exposés. Peut-être je vais laisser Giovanni préciser un peu la démarche épidémiologique. La démarche épidémiologique, elle s'intéresse donc aux effets de santé. Il y a plusieurs types de protocoles qui peuvent être utilisés quand on fait de l'épidémiologie. Celui qui est considéré comme le plus robuste par les épidémiologistes eux-mêmes, ce sont les études de cohorte. L'idée est simple, on prend un groupe de personnes, euh, on les suit dans le temps et au cours du suivi qu'on a de ces populations dans le temps, on essaye de les interroger sur leur alimentation, sur leur travail et éventuellement on mesure les toxiques auxquels ils sont exposés dans leur environnement. Et au fil du temps, on essaie de voir à l'intérieur de cette population quelles sont les personnes qui vont développer certaines pathologies et quelles sont les personnes qui ne vont pas développer certaines pathologies, et de faire le lien entre ces pathologies qui se développent et des niveaux d'exposition à ce qui pourrait être considéré comme des facteurs de risque. Et à partir de là, on fait des études statistiques qui montrent que, en fonction de un niveau d'exposition, on peut avoir un surrisque de temps statistiquement de développer telle ou telle pathologie. Cette approche-là, l'approche épidémiologique, elle s'est développée beaucoup dans la deuxième partie du XXe siècle dans le monde industriel, et elle est aujourd'hui très dominante pour essayer de objectiver les effets de l'environnement sur la santé, des environnements de travail, des environnements chimiques, des environnements de vie.
elle a des limites, comme la toxicologie. Vous comprenez bien que Jean-Noël a parlé des limites de la toxicologie, moi je vais parler des limites de l'épidémiologie. Ces disciplines ont des limites qui sont des limites méthodologiques. On parlera d'autres limites ensuite qui sont peut-être des limites qu'on peut appeler plus politiques, mais là c'est des limites méthodologiques. L'épidémiologie, elle a pour limite déjà d'être très lourde à mettre en place. Le suivi de populations sur une durée longue implique de pouvoir suivre ces populations, d'avoir les moyens financiers de suivre ces populations. Donc, en fait, il y a beaucoup de facteurs de risque qui ne sont pas étudiés. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que l'épidémiologie raisonne en prenant en compte pour le coup, des cocktails d'exposition. On suit des populations et on voit les maladies qui se déclarent. On voit des surrisques. On ne peut jamais, en épidémiologie, avec certitude, mettre en évidence des causalités. La question de la cause en épidémiologie, c'est compliqué. Trouver précisément ce qui, dans un environnement donné, cause une pathologie, c'est très très difficile. Alors, on va prendre le cas qu'on connaît bien nous, parce qu'on a travaillé dessus depuis longtemps, les pesticides. Les épidémiologistes, ils savent que l'exposition des agriculteurs aux pesticides en général, ça provoque un certain nombre de maladies chez eux, par exemple la maladie de Parkinson. Par contre, ils ont plus de mal à dire c'est quoi les pesticides particuliers qui provoquent cette maladie, de manière à ce qu'on puisse par exemple les retirer du marché. Donc il y a une démarche épidémiologique très générale qui part de la population et remonte à des facteurs de risque, une démarche toxicologique qui est beaucoup plus microscopique, qui part de substances qui va vers les effets de santé, elles sont complémentaires, mais à elles deux, elles ne donnent toujours qu'un tableau assez incomplet des effets sur la santé des polluants industriels. Et donc, si je comprends bien, à l'échelle de l'histoire des sciences, c'est des deux disciplines qui sont quand même relativement récentes. Alors, elles sont récentes par rapport à l'âge industriel, qu'est-ce qui nous intéresse finalement, c'est-à-dire les 2 siècles et demi au cours duquel l'industrialisation a conduit à ce que de plus en plus de produits dangereux entrent en contact avec les populations humaines. Elles sont relativement récentes. L'épidémiologie, en effet, Giovanni le disait, c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle, son développement. La toxicologie, c'est un peu plus ancien, plutôt l'entre-deux-guerres. Mais en réalité, ce qu'ont bien montré les travaux d'histoire des sciences, c'est que dès le début de l'industrialisation, dès la fin du XVIIIe siècle, il y a de plus en plus de questions, et de questions scientifiques et de questions médicales autour de est-ce que cette industrialisation ne va pas finir par avoir des effets délétères sur la santé des populations exposées. Et ça, c'est des questions qui sont anciennes, qui se sont posées dans un cadre médical qui était dominé par ce qu'on appelait à l'époque l'hygiénisme, c'est-à-dire une pensée médicale qui essayait de relier l'état des corps humains, les maladies humaines à leur cadre de vie. Et c'est dans ce contexte-là que s'est développée progressivement une branche de l'hygiénisme qu'on appelle l'hygiénisme industriel, qui consistait à s'interroger sur les liens entre la santé des ouvriers, principalement, qui était très mauvaise, notamment au début de l'ère industrielle, au XIXe siècle, et ce à quoi ils étaient exposés, en particulier sur leur lieu de travail. Ensuite, cette volonté de savoir-là, elle s'est progressivement rationalisée, et elle est allée elle a évolué vers ces branches des sciences de santé environnementale que sont la toxicologie et l'épidémiologie. Mais c'est des questions anciennes qui se sont ensuite développées, rationalisées et sont devenues plus rigoureuses de manière plus récente au cours du dernier siècle, on va dire. Et donc, en toxicologie comme en épidémiologie, c'est quoi un peu les premiers cas emblématiques qui ont aidé les disciplines, en gros, à se forger telles qu'on les connaît aujourd'hui ? En fait, c'est les cas qui sont contemporains de l'émergence de ces disciplines, c'est-à-dire c'est les grands produits industriels qui circulaient et autour desquels on se posait des questions. Donc ça va être, pour la toxicologie, c'est vraiment plutôt la première moitié du XXe siècle, donc ça va être l'amiante, ça va être les poussières de silice, ça va être les solvants, ça va être aussi des vieux toxiques qui sont de plus en plus utilisés comme le plomb dans les peintures. C'est d'abord là-dessus que les toxicologues ont fait leurs premières armes. Les épidémiologistes, avec quelques décennies de décalage après la Deuxième Guerre mondiale, ils vont s'intéresser à des choses qui sont un peu les mêmes, les solvants, l'amiante, plus récemment aux pesticides. En fait, c'est des sciences qui sont un peu tributaires des questions qui se posent autour d'elles et des questions que se posent les acteurs qui sont un peu concernés, qui sont aux premières loges, et on va en reparler dans les autres épisodes, mais les épidémiologistes comme les toxicologues ils ont aussi répondu aux questions que se posaient les industriels sur la dangerosité des produits qu'ils utilisaient, auxquels ils exposaient leur main-d'œuvre. Ils ont aussi répondu aux questions que se posaient des syndicats de travailleurs qui étaient inquiets des maladies que pouvaient déclencher les travailleurs exposés à des contaminants. Donc, c'est des sciences qui sont en fait c'est des sciences dures, mais c'est aussi des sciences qui sont très sociales, en tout cas très socialisées. Voilà, les questions que se posent ces gens-là ne tombent pas du ciel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le processus d'industrialisation qu'on peut faire remonter au XVIe ou au XVIIIe siècle dans les pays occidentaux, on va dire, c'est aussi un processus qui
s'accompagne parallèlement de la professionnalisation de la science. C'est-à-dire que les premières études qui vont être faites en sciences expérimentales, en physique, en chimie, et aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui la toxicologie, l'épidémiologie, au départ, elles sont faites par des aristocrates, des bourgeois ou des capitaines d'industrie qui sont intéressés à produire des connaissances pour pouvoir justifier le développement de leurs activités. Progressivement, ce qui va se passer à partir du 19e et surtout au cours du 20e siècle, c'est que le scientifique, comme figure professionnelle, c'est-à-dire le groupe professionnel des scientifiques, va se structurer, va se professionnaliser. Des revues vont être publiées, qui vont avoir des protocoles de validation qui vont être de plus en plus formalisés. Un moment d'accélération de la professionnalisation de la science qui est très souvent cité dans les travaux d'histoire des sciences, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est les guerres mondiales d'une manière générale, qui sont des moments d'investissement massif dans l'innovation et de création de laboratoires, de financement public massif de la recherche. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'épidémiologie et de toxicologie, on parle surtout de recherche publique ou de recherche privée financée par des laboratoires qui sont très développés dans les grosses industries polluantes. Un acteur qui a joué un rôle très important historiquement, par exemple en toxicologie, c'est Dupont de Nemours, qui a eu ses premiers laboratoires, qui a financé de la toxicologie pour pouvoir justifier la vente de ses produits, le développement de la vente de ses produits. Donc, il y a vraiment une professionnalisation de la science, une multiplication des études scientifiques qui ont été faites, ce qui fait que aussi progressivement, les études, elles ont porté non pas sur les produits pour lesquels il y avait une connaissance la plus visible, la plus évidente quant aux effets sur la santé. Ce que font les scientifiques, en général, ils veulent des résultats, ils veulent pouvoir démontrer quelque chose. Donc ils vont d'abord s'intéresser aux produits les plus évidemment dangereux. Le mercure, le plomb, les arsenicaux en agriculture. Bon. Aujourd'hui, quand on parle des PFAS, quand on parle des néonicotinoïdes, quand on parle de toutes ces substances dont les effets sont plus discutés sur la santé, c'est aussi parce qu'en fait, les connaissances produites sur les toxiques qui sont les plus évidemment dommageables pour la santé ont déjà été produites par le passé et qu'on a des scientifiques qui se constituent, qui peuvent travailler sur des choses qui sont moins évidentes à démontrer. Et je reviens un peu sur l'épidémiologie. Je suis assez curieuse de cette histoire de cohorte. Concrètement, ça se passe comment? Enfin, il y en a en continu des cohortes en France? Ou alors, qui peut y participer? Il y a des appels à volontariat? Ça se passe comment? Alors, comme je disais tout à l'heure, une cohorte, c'est très cher, très lourd financièrement à mettre en place. Donc, il y a quelques grosses cohortes qui sont connues. Alors, les cohortes, elles peuvent être thématiques. Par exemple, sur les effets des pesticides, il y a une cohorte en France qui s'appelle Agrican, qui essaye actuellement, qui essaye d'objectiver les effets des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles. Ça, c'est 180 000 personnes, pour donner une idée, Voilà. qui sont toutes affiliées au régime agricole de sécurité sociale. C'est leur point commun. Il y a des cohortes plus généralistes. Comment c'est Constance. Constance, la cohorte Constance, qui n'est pas seulement sur la santé au travail ou la santé environnementale, qui est une cohorte en cours. En général, ces cohortes... c'est 220 000 personnes. Et C'est les grosses cohortes. Et ça, c'est des gens comme vous et moi, quoi. C'est à un moment donné... Mais ils ont été recrutés dans des cabinets médicaux lors de consultations. Alors, le volontariat doit être possible, j'imagine, mais c'est pas simple parce que, après, nous, on n'est pas épidémiologistes, donc on n'a pas toute la tambouille, mais le principe de ces cohortes, c'est qu'elles vont chercher à être représentatives. Et donc, ne peut pas y venir absolument qui veut. À un moment donné, c'est les épidémiologistes qui les constituent, qui cherchent à les constituer de la bonne manière. Parce qu'une fois qu'on est parti avec une cohorte, on est marié avec pour de nombreuses années. Parce que les maladies dont on parle là, par exemple celles qui sont provoquées par l'exposition aux pesticides, elles ne surviennent pas dans l'année qui suit l'exposition, encore moins dans le mois ou la semaine. Elles vont survenir des années, parfois des décennies après. Et donc, pour voir un effet de santé visible sur une cohorte, pour le rendre visible, il va falloir la suivre sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, la constitution de la cohorte au départ fait l'objet d'énormément d'attention. Okay. Et la lourdeur de constitution d'une cohorte fait que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de problèmes de santé et il y a plein de populations qui ne sont pas prises en compte par l'épidémiologie. Parce que pour qu'il y ait une cohorte qui soit financée, il faut qu'il y ait des groupes, des institutions publiques ou privées qui soient intéressés à suivre ces travailleurs. Et pour que ces travailleurs puissent être suivis facilement, il faut qu'ils soient facilement suivables d'un point de vue pratique. Je donne un exemple. Pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, dans toutes les cohortes sur la santé des agriculteurs, pesticides ou pas, on ne s'intéresse pas aux travailleurs saisonniers, aux migrants. Parce que c'est très difficile de suivre ces gens-là.
Les travaux épidémiologiques qui portent sur les gens du voyage, par exemple, sont très rares, parce que c'est des populations qui sont très difficiles à suivre. Alors qu'on sait, par ailleurs, que les gens du voyage ont des conditions de vie, des conditions de travail qui les exposent à des facteurs de risque importants. Autre exemple, pendant très longtemps, les cohortes étaient constituées principalement avec des travailleurs masculins. Parce qu'on considérait que la population active étant majoritairement masculine, eh bien, pour avoir des cohortes les plus représentatives et avoir une certitude d'avoir une stabilité des populations de travailleurs suivis, donc pas d'interruption liée par exemple à des grossesses des travailleurs suivis dans le milieu de travail, il fallait se focaliser plus sur les hommes. Et donc il y a un biais de genre assez massif en épidémiologie en faveur des maladies qui touchent plutôt les hommes par rapport aux maladies qui touchent les femmes, qui est en train d'être corrigé progressivement, mais qui a été tellement fort historiquement qu'aujourd'hui, dans les recommandations, dans les réglementations, en fait, ce biais de genre se voit. Voilà. Ok, donc on voit bien pourquoi l'épidémio c'est à la fois long et donc on devine en creux que c'est coûteux aussi. Il y a un pendant pour la toxicologie, c'est quoi les limites un peu? Oui, ça coûte cher aussi, les essais toxicologiques. D'ailleurs, les industriels qui les mènent, pour certains d'entre eux, argumentent beaucoup que ça leur coûte de l'argent. Ça coûte cher parce que, d'abord, il faut donc beaucoup d'essais toxicologiques sont sur des rats et des souris, donc c'est du vivant, et donc c'est aussi des locaux, c'est des conditions de garde de ces animaux, c'est du travail humain forcément, donc ça coûte cher. Et puis c'est aussi des tests qui sont très standardisés, il faut suivre des règles, on fait pas la toxicologie comme on veut, ça ne s'improvise pas. Et donc ces contraintes-là, matérielles, elles vont résulter dans des coûts qui sont parfois supportés directement par les industriels, qui sont parfois supportés par les laboratoires publics. Mais enfin, voilà, tout ça coûte cher. Après, une limite inhérente de la toxicologie, c'est que, comme je l'ai dit au départ, la toxicologie procède substance par substance. Le problème, c'est que la mise sur le marché de nouvelles substances n'attend pas que les toxicologues aient épuisé le volume déjà existant des substances dont il faudrait étudier les effets. En réalité, dans l'immense majorité des domaines industriels, les produits sont mis sur le marché sans qu'on ait de certitude toxicologique sur leurs effets sur la santé. À part quelques exceptions, ce qu'on appelle les produits réglementés, c'est-à-dire typiquement les médicaments ou les pesticides, donc des produits dont on a vraiment de très bonnes raisons de penser a priori qu'ils ont des effets indésirables pour la santé, qui eux vont faire l'objet de tests préalables à leur autorisation de mise sur le marché. Mais la plupart des produits avec lesquels on vit et qu'on côtoie n'ont pas fait l'objet d'une évaluation toxicologique rigoureuse, ex ante, avant leur mise sur le marché. Or, ces substances, elles sont très nombreuses. On estime qu'il y a plus de 100 000 molécules de synthèse qui ont été mises sur le marché depuis plus d'un siècle que l'industrie chimique de synthèse existe, dans des quantités évidemment très très variables. Mais on est loin d'avoir l'ensemble des réponses à l'ensemble très vaste des questions que pose la cohabitation de nos corps humains avec ces milliers de molécules auxquelles on peut être exposé parce qu'on va les inhaler, parce qu'on va les ingérer ou parce qu'elles vont rentrer en contact avec notre peau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est sûr que si on dit 100 000 molécules d'une part et qu'on dit qu'en laboratoire on les teste une par une, et qu'en plus c'est leur combinaison qui peut poser des problèmes, on voit bien qu'on est mathématiquement face à une impossibilité d'apporter des réponses fiables et rigoureusement scientifiques. Absolument. Il reste énormément d'incertitudes. C'est ce qui rend le sujet aussi si passionnant pour les sociologues que nous sommes. Nous, on n'est ni épidémiologistes, ni toxicologues, mais on s'intéresse beaucoup à ce que disent les savants qui viennent de ces disciplines parce que ça produit de la connaissance, et ça c'est indubitable. Les épidémiologistes et les toxicologues sont des gens qui produisent beaucoup de connaissances sur l'effet des polluants industriels, mais ça produit aussi énormément de questions qui restent sans réponse, et c'est aussi dans ces questions sans réponse que viennent se loger les choses humaines. La toxicologie, elle a reposé, Jean-Noël l'a dit, sur un postulat très central pendant très longtemps, qui est celui que la dose fait le poison. Et donc on va faire des études animales, et que en regardant les effets de doses croissantes sur la santé de ces animaux de façon croissante, on va pouvoir mettre en évidence des relations dose-réponse. C'est un postulat qui a été remis en cause depuis les années 70. Et le concept qui est venu un peu remettre en cause ce postulat, c'est le concept de perturbateur endocrinien. Avec une idée qui a derrière cette idée de perturbateur endocrinien, qu'à très faible dose, des substances toxiques
peuvent être identifiés ou traités par nos organismes comme des substances hormonales et donc avoir des effets sur la santé à des très faibles doses qui ne sont pas pris en compte par les protocoles de toxicologie. Limite, c'est parce que c'est des toutes petites doses que c'est Par délétère. exemple, voilà, avec aussi l'idée que ce n'est pas tant la dose qui est importante, par exemple, mais c'est le moment de son existence, par exemple dans le développement fœtal, dans la période de sa vie gestationnelle, La puberté. la puberté. Voilà, c'est le moment où on est exposé en tant qu'être vivant qui va être important. Ce changement, cette nouvelle approche qui s'est développée progressivement au cours des années 70 et qui s'est vraiment imposée dans les années 90-2000, c'était quelque chose qui n'était pas envisagé par la toxicologie quand elle a commencé à se constituer au 19e siècle. Et je trouve qu'elle est importante à souligner parce que d'une part, elle soulève beaucoup d'enjeux méthodologiques pour les toxicologues aujourd'hui, qui sont en fait face à un vrai obstacle de compréhension des effets de ces 100 000 substances qu'il y a dans l'environnement, de leur synergie sur nous, mais qu'elle révèle aussi que la toxicologie, c'est une science qui évolue et dont les paradigmes évoluent et qui peut aussi voir ses savoirs antérieurs remis en cause. Voilà. Et donc c'est vrai pour ça. C'est vrai aussi, par exemple, sur les effets environnementaux de plus en plus. Les toxicologues révèlent que ce qui est moins dangereux, qu'il n'y a pas que les substances qui sont toxiques, qui sont produites par les industriels qui sont dangereuses, que c'est les produits de dégradation de ces substances qui peuvent être dangereux. Ce qu'on appelle des métabolites, qui peuvent se retrouver dans l'environnement, dans l'eau qu'on boit, dans les herbes, les micro-organismes qui vont ensuite se retrouver dans la chaîne alimentaire. Tout un ensemble d'éléments qui n'étaient pas du tout pris en compte par la toxicologie. Dont on n'avait pas anticipé l'existence en tant que telle. Donc il faut comprendre que c'est aussi des sciences qui évoluent, qui voient leur paradigme être remis en cause, et que cette remise en cause, elle vient questionner tout un ensemble de savoirs antérieurs qu'on pensait solides. Donc, où et pour qui travaillent ces scientifiques-là ? Il y a la recherche publique et puis il y a aussi des scientifiques qui travaillent pour des acteurs privés. Est-ce que vous pouvez juste nous recartographier brièvement c'est qui les grands employeurs en France des scientifiques dont on est en train de parler ? Ils peuvent travailler dans différents contextes d'emploi. Beaucoup travaillent dans la recherche publique. Alors, en France, par exemple, les principaux organismes de recherche qui financent de la recherche et qui payent des chercheurs en toxicologie ou en épidémiologie, le premier d'entre eux, c'est l'INSERM, c'est le gros institut de recherche sur la santé. Mais on va en trouver aussi au CNRS, on peut en trouver à l'INRAE, on peut en trouver dans divers instituts. Après, il y a une grande partie des toxicologues et plus secondairement des épidémiologistes qui sont payés par l'industrie. En fait, Giovanni le disait tout à l'heure, mais les industriels, les gros industriels de la chimie ont été parmi les premiers pourvoyeurs de fonds pour financer des recherches en toxicologie sur la dangerosité de leurs produits. Ça peut paraître un peu étonnant, on peut dire mais pourquoi Dupont de Nemours finance des recherches qui peuvent mettre en évidence la dangerosité des produits chimiques. En réalité, c'était assez intéressé. L'idée, c'était non seulement de mettre en évidence des effets toxiques de produits dont il était évident qu'ils avaient des effets toxiques, mais aussi par le jeu de la mise en évidence de relations entre la dose et la réponse, d'identifier des niveaux acceptables d'exposition. Et donc de légitimer que des produits, quoique dangereux, puissent être utilisés sous certaines conditions, dès lors qu'on parvenait à garantir que les humains n'allaient pas être exposés au-delà de ces fameuses valeurs acceptables d'exposition. En fait, c'est un peu un truc de je t'aime moi non plus avec le temps médiatique aussi. J'imagine que quand un institut de recherche publie un rapport, il a envie de faire un petit communiqué de presse et d'attirer un peu l'attention médiatique sur les résultats, ce qui n'intéresse peut-être pas forcément à ce moment-là. Et quand tout d'un coup, il y a un gros coup de projecteur sur un sujet particulier ou des soupçons particuliers par rapport à une substance, là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il n'y a pas les données ou il n'y a pas... Même quand il y a, parce que le je t'aime moi non plus, c'est aussi entre les scientifiques et puis ces attentes sociales. Voilà, est-ce que le glyphosate c'est cancérogène? Est-ce que les néonicotinoïdes il faut les interdire? Est-ce que les nanomatériaux c'est dangereux? Etc., etc. Ça c'est des questions qui vont se poser dans le grand public, que vont se poser aussi les autorités sanitaires, et c'est bien normal, vont se tourner vers les scientifiques en attendant des réponses. Et compte tenu de tout ce qu'on vient de dire depuis le début, on voit bien qu'en fait,
il faut se faire violence pour les scientifiques pour donner une réponse formelle à des questions comme ça, parce qu'en fait, la tentation permanente des scientifiques, c'est de dire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas répondre de manière tranchée, catégorique. Et dans les faits, ils sont en proie à tellement d'incertitudes que c'est très compliqué de se prononcer. Et pourtant, il y a une attente très forte qui se prononce. Mais donc, il y a un décalage de fait important entre des attentes d'avoir des réponses sonnantes et trébuchantes et bien tranchées sur des controverses, et en fait la capacité limitée des scientifiques à avoir des réponses absolument formelles. Et donc c'est là qu'il y a une différence entre la recherche telle qu'elle se déroule avec ses propres programmes, etc., et son propre agenda, et la commande ponctuelle d'une expertise scientifique pour répondre à un sujet sociétalement un peu chaud. Je prends l'exemple de l'amiante. Cette substance, en France, elle a été interdite en 96-97 parce qu'on a considéré qu'il y avait beaucoup de données toxicologiques et épidémiologiques qui mettaient en évidence que l'amiante était un facteur important, massif, de développement du cancer de la plèvre, qui est un cancer mortel chez les travailleurs et même dans l'environnement. 96. Si on regarde l'histoire de la production des connaissances sur l'amiante, il y a pas mal d'historiens qui pointent, par exemple, que dès 1906, il y avait des études qui existaient, qu'on pourrait qualifier de scientifiques, en tout cas des rapports d'inspection du travail, un petit peu quantifiés, ça, c'est une forme d'épidémiologie de terrain, on va dire, qui montrait qu'il y avait un surrisque de développer certains cancers chez les travailleurs de l'amiante. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, la science disait qu'il y avait un problème? Non, c'était une étude, 2 études. Et donc, il a fallu beaucoup d'études. Et pendant tout le XXe siècle, en fait, on peut penser, d'ailleurs, il y a des procès qui l'ont montré, que des industriels ont eu des données toxicologiques qui montraient que l'amiante était un facteur de risque important de développer ce cancer de la plèvre, des études épidémiologiques qui l'ont montré, mais même quand il y a eu des études épidémiologiques publiques qui ont été publiées, même quand il y a eu des études toxicologiques publiques qui ont été publiées, ça ne suffit pas parce que la science, la vérité scientifique, c'est pas une étude qui montre quelque chose. Une vérité scientifique, c'est quand il y a plusieurs études qui vont dans le même sens. Et il ne suffit pas qu'il y ait une vérité scientifique pour que cette vérité scientifique soit prise en compte par les pouvoirs publics. Si je reprends l'amiante, dans les années 60-70, il y a une grande conférence internationale qui sont organisées aux États-Unis. Et là, il y a une espèce de consensus scientifique qui va se mettre en place pour dire l'amiante est un facteur causal de cancer. Et pourtant, on attend les années 96 pour l'interdire en Europe et en France. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a des industriels qui peuvent essayer d'entretenir artificiellement la controverse publique en publiant d'autres études qui vont essayer de contester le consensus. Et parce qu'on peut aussi avoir des pouvoirs publics qui ne font pas attention au consensus scientifique qu'il peut y avoir sur un problème de santé publique. Et les pouvoirs publics vont s'intéresser à un problème, non pas parce qu'ils ont une veille scientifique très riche qui fait qu'ils vont suivre tout ce qui se passe dans la science, mais parce qu'il y a un moment, il y a des acteurs, et on en parlera dans les autres épisodes, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des médecins, des victimes, qui vont se saisir de données scientifiques dormantes dont personne ne parle, et qui vont essayer de le construire en tant que problème, et qui vont rendre incontournable pour les pouvoirs publics le fait de devoir se mobiliser sur ce problème-là. Donc, c'est aussi ça qui rend les enjeux de santé environnementale et des enjeux politiques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait des savoirs qui montrent qu'il y ait des produits qui soient contaminants et que ces contaminations entraînent des problèmes de santé pour que ça crée de l'action publique, pour que ça crée de la mobilisation. Il faut qu'il y ait un ensemble d'acteurs qui se saisissent de ces données-là, qui sont difficilement accessibles, difficilement compréhensibles et qui en fassent un problème, qui les scandalisent quelque part. Du coup, à la fin, moi j'ai presque envie de demander, ce qui se passe, c'est qu'on en attend trop de la science? La science, elle a des grands pouvoirs, évidemment, compte tenu de sa capacité à produire de la connaissance. On attend beaucoup des scientifiques qu'ils nous disent si les produits industriels auxquels on est exposé dans notre quotidien, sur notre lieu de travail, dans nos lieux de vie, dans les lieux où on se déplace, est-ce qu'ils sont dangereux pour notre santé? Ils ont une grande capacité à produire de la vérité là-dessus. Mais ce que j'espère que les auditeurs auront compris après cette demi-heure de podcast, c'est que c'est des réponses qui restent nécessairement incomplètes, ne serait-ce qu'en raison des limites méthodologiques des savoirs disponibles. Intrinsèque. Voilà. Et donc, quand on se place dans une perspective scientifico-scientifique, on a toujours envie de dire, mais
comme disent les anglo-saxons, more science is needed. Il faut plus de recherche. Et oui, il faut plus de recherche. Maintenant, si on fait un petit pas de côté et qu'on a une compréhension un peu plus politique des choses, on voit bien que l'argument est un peu dangereux parce qu'il faut plus de recherche, sans doute. C'est toujours légitime de chercher davantage, mais ça peut facilement devenir une incitation à une forme d'inaction. Typiquement, ce qui s'est passé dans le dossier de l'amiante en France. Et je rajouterais qu'il y a déjà beaucoup de recherches qui existent sur beaucoup de polluants industriels. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir plus de recherche pour agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à financer de la recherche, mais ça veut dire qu'il faut éviter de penser que c'est l'agenda scientifique, en tout cas la dynamique scientifique, qui doit être le métronome de l'action politique. Ça donne vraiment envie de se demander ce que c'est l'ingrédient mystère qui fait justement que ça prend tout d'un coup et qu'on crée un moment dans le débat public, dans la prise de conscience collective, et que derrière, ça déroule et il y a des choses qui se passent, quoi. Et ben on verra au prochain épisode. Merci Giovanni et Jean-Noël. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour échanger sur le rôle de l'État. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judaï pour l'écriture et la réalisation et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris-Anime Victoire Tiner pour les moyens techniques et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail.